Je suis super excité au moment de vous présenter ce nouveau module des EcoSports sur les antennes de Ecopolis Télévision. Messieurs, dames, on est de retour dans les formats analyse et décryptage avec bien sûr les experts, le journaliste qui défile sur nos antennes pour décrypter l'actualité. 3 sujets au menu. Nous allons évoquer le combat de Martin Bakole devant l'Américain Jared. Qu'est-ce que ça a été dur pour l'Américain de 24 ans qui a subi des pleins fouets. Le coup de Martin Bakole qui a réussi à l'emporter devant cet Américain. On va aussi épingler la situation actuelle de la Ligue nationale des football. Ça dure, ça traîne. L'épilogue de la saison 23-24 et que dire de la saison 24-25 qui doit déjà débuter. Mais on parlera aussi du fiasco de nos léopards du côté de la 33e Olympiade à Paris. 0 médaille encore enregistrée. Messieurs, dames, soyez avec nous parce que l'expert au rendez-vous a beaucoup à dire. Pour ces numéros, Papi Chiboibois est notre analyste. Les Congolais n'ont pas réussi à se sublimer lors des Jeux Olympiques organisés à Paris. Au nombre de 6 pour tenter d'écrire l'histoire, mais la compétition a tourné à une déconfiture pour les athlètes congolais. En judo, passant par la boxe, la natation et l'athlétisme, la moisson n'a pas été abondante. Les participants ont tous quitté prématurément la compétition. Les Congolais rentrent au pays comme les fois dernières avec une grosse désillusion. Que dire de plus? Monsieur l'expert, à vous la parole. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de cette table, un analyste, un expert qui va répondre à ces différentes thématiques que nous allons évoquer comme annoncé à l'introduction de cette émission. Bienvenue Papi Chiboibois et cette première question à vous parce que on va parler de la participation de léopards, les athlètes congolais au niveau de Jeux Olympiques. C'est une participation synonyme d'un fiasco total. Comment analysez-vous cette participation avec cette piètre prestation? Merci Cédric. Bonjour et bonjour aux amis qui nous suivent. Merci à vous pour l'invitation. C'est un honneur, il faut le dire comme ça. Et c'est pour moi un plaisir encore une fois de plus de participer dans cette très belle émission qui est d'ailleurs suivie avec un merveilleux présentateur. Alors, rapidement, je vais répondre à votre question. Oui. Je crois que je vais la répondre avec beaucoup plus d'analyse, mais je vais directement au but pour vous dire que souvent dans des compétitions importante, la RDC ne participe pas. La RDC fait tout simplement le tourisme. Et la RDC va découvrir tout simplement les milieux au lieu de participer comme les autres. Parce que les pays qui participent, vous avez par exemple le Cameroun. Le Cameroun qui participe, vous avez la Côte d'Ivoire et d'autres pays qui le Cameroun dans la version football où vous parlez de non, je parle de discipline. D'abord, premièrement, il y a le jeune Camerounais qui est l'athlétiste et qui a fait un très bon parcours. D'abord ici lors des Jeux de la francophonie et qui est allé encore faire ces mêmes prouesses lors de Jeux olympiques. Donc ça veut dire que ce sont des pays comme ça qui se préparent et qui connaissent l'importance de ces Jeux, de la participation dans une compétition. Chez nous, voilà, on s'est dit tout simplement on va participer parce qu'on a besoin qu'on écrive les noms. Mais on peut écrire les noms avec la honte. Parce que là, le nom de la RDC a été écrit avec la honte. On quitte la compétition sans aucune victoire, sans aucune médaille. Bon, je sais qu'on ne participe jamais pour la médaille, mais on quitte la compétition avec une honte sur le dos. Et moi, ça me fait mal de voir certaines personnes s'encourager sur la prestation. Par exemple, quand on parle de la prestation notamment de Marcela Sakobi, qui c'était limite, c'était au forceps qu'elle a été battue. Et aussi la prestation de Dominique Lasconi, qui a au moins réussi à passer le premier tour avant qu'il ne soit éliminé. Mais quelque part, il y a eu quand même ces 2 points positifs où on peut retenir, ou parce que dans l'ensemble, rien n'a été rien de bien ne peut être épinglé. Bon, écoutez,
On participe pour l'individualité ou on participe pour les pays? Parce que si on participe pour battre son propre record, c'est pas la peine. Ou on participe pour honorer dans tous les cas, il représente les RDC. C'est vrai ce que je dis. Oui. Où on honore le pays. Parce qu'il y avait 6 athlètes de 4 disciplines différentes. Parmi ces 6, aucun d'entre eux a pu faire mieux. Oui. Ça veut dire que la RDC n'a rien foutu dans ces jeux. Maintenant, la question de se poser, pourquoi on n'a pas réussi à mieux faire? Parce que c'est pas la première fois de participer dans les Jeux Olympiques. Ça veut dire qu'on y était en 2016, on y était en 2020, on y est maintenant en 2024. Pendant toutes ces années, est-ce qu'on n'a pas quand même tirer des leçons afin que nous puissions faire mieux lors de cette édition, par exemple? Et pendant ces temps-là, en 2020, c'est le même président du comité olympique congolais qui est là et qui était là en 2020. Et qui était là en 2020, ministre en même temps. Donc ça veut dire que parce qu'on a mal participé dans cette édition de 2020 de Tokyo, on devrait mieux préparer pour 2024. C'était ça d'ailleurs le projet pour son mandat. Et je me rappelle que on avait fait une émission comme ça avec Amos Mayo qui avait rassuré qu'ils vont mettre tout pour que la RDC soit représentée valablement dans ces Jeux. Et qu'est-ce qu'on a vu? Normalement, quand on participe dans une compétition... Là, vous ouvrez une autre brèche. On reste d'abord sur la prestation. Vous voulez insinuer que la prestation des athlètes, c'est fiasco, c'est vadrouille en France des athlètes congolais retombe sur le président du comité olympique congolais. Sur le comité olympique congolais et sur leurs fédérations respectives. Oui. Il faut le préciser. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, ça veut dire que on n'a pas eu le temps de préparer convenablement les athlètes. Parce que quand vous suivez, par exemple, Moulamba, les coureurs, qui dit... Lasconi, oui, Lasconi Moulamba, oui. Si on avait cette bourse, on allait se préparer dans de bonnes conditions. Maintenant, on se pose des questions, entre vous et moi. Est-ce que le comité olympique, le comité international, ne libère pas des bourses pour la préparation des athlètes? Selon l'information dans les sites du comité international, les bourses ont été disposées dans des différents comités olympiques nationaux. Et puis, côté congolais, ici au pays, il y a ceux qui sont pro comité olympique congolais disent que jusqu'à présent, la RDC et son comité ne sont pas encore en possession de tous ces frais liés, notamment à des bourses. Cependant, je vais les citer, le manager de Marcela Sakobi déclarait que le comité olympique avait déjà ses bourses il y a de cela presque 2 ans, mais la préparation n'a pas suivi. Quoi qu'il y avait ces bourses, il y a ces 2 sons de cloche. Vous savez, c'est la mauvaise foi, il faut le dire. C'est la mauvaise foi. On se dit peut-être pasteur, mais on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. C'est la mauvaise foi. Pourquoi c'est la mauvaise foi? Parce que le comité olympique sait qu'il a une responsabilité pour la préparation, passant par cette bourse. Mais le comité olympique reste tout le temps pour venir demander l'argent de l'État. Parce qu'ils savent que non, l'État va donner l'argent. Ils prennent cet argent-là. Ils prennent cette bourse-là pour faire ce qu'ils veulent faire avec. Et du coup, c'est l'État congolais qui doit donner l'argent pour la préparation des athlètes. C'est lui qui me pataille. Les Jeux Olympiques 2024, et plutôt que Paris devait se jouer en 2024. Nous sommes en 2020. Nous sommes allés participer dans cette première phase de Jeux Olympiques. Éliminés à la honte comme d'habitude. On devrait déjà se poser des questions. Quels sont les mécanismes à mettre en place pour qu'on ne retrouve pas cette honte en 2024? Malgré les efforts de ces athlètes qui se sont donnés corps et âme et qui se sont donnés pour leur propre avantage et pour leur propre talent, malgré ces efforts, il y a eu ces désordres vers la fin.
on devrait savoir qui doit participer, qui ne doit pas participer. L'invitation du comité olympique est arrivée, qui doit aller représenter la RDC, et il y a eu ces désordres. Bien que les athlètes sont partis, est-ce que ces athlètes ont bénéficié le temps et l'espace convenable pour leur préparation? Oui, oui. Est-ce que ces athlètes ont bénéficié le cadre propice pour la bonne préparation? Parce que vous participez dans un jeu où il y a tous les champions. Il y a les champions olympiques qui sont arrivés. Il y a les champions olympiques qui viennent encore une fois de plus pour conquérir encore, pour garder leur place de leader. Et quand vous avez des gens comme ça qui viennent participer, c'est-à-dire qu'ils ont eu le temps de se préparer en conséquence parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils attendent. C'est pas ce que nous faisons chez nous. Mais aujourd'hui, parce qu'on parle de cette préparation, vous indexez les fédérations et les comités olympiques congolais. Mais au-delà de tout, la vision d'une compétition, quand on veut y participer, il faudrait aussi l'objectif de tout un pays. Est-ce que la RDC, dans son entièreté, via le portefeuille de l'État, le ministère des Sports, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs ministres qui sont passés, il y avait tout un plan pour aller rafler cette médaille. Parce que le comité olympique peut avoir un plan, les différentes fédérations. Mais est-ce que la nation, parce que c'est un investissement, est-ce que la nation s'est vraiment investie pour que toutes les phases soient observées afin que nous puissions grappiller cette médaille qui nous échappe? Bon, le problème, c'est quoi? Il faut se préciser d'autres choses. Vous savez, quand on donne les ministères aux gens, les gens, c'est nouveau, mais ces ministres qu'on nomme, n'ont pas eux-mêmes ces canevas, cette priorité-là pour le sport. Oui. C'est-à-dire, ils arrivent, on leur donne ce qu'il faut donner. Regardez, les léopards vont jouer, ils accompagnent. Mais un projet à long terme. Parce que le projet du ministère, le ministère des Sports, c'est un ministère où on ne peut pas avoir le projet chaque année. On doit avoir un projet qui va prendre presque 5 ans. Ça peut prendre 5 ans. Je vous donne un exemple. Quand on fait un projet, par exemple, des Jeux congolais, c'est pas un projet d'un ministre. Ça veut dire que ces projets-là doivent être permanents. Chaque ministre qui arrive doit exécuter ces projets. C'est les jeux qui consistent à donner sera à tout moment débattu dans le conseil de ministres, voilà, pour que la nation puisse être vraiment ces miroirs qui va bien organiser la chose. L'accompagnement de l'État, l'État a organisé le jeu de la francophonie. Tous ces jeux qu'on est allé jouer, on a les infrastructures pour ça. Il y a la piscine olympique au campus. Mais est-ce que Aristote s'est préparé là-bas? Cette piscine, elle est vraiment adaptée. Non, on a parlé de piscine olympique. C'est un bassin qui peut aujourd'hui permettre. On a vu Aristote qui, avant de voyager, ne s'est préparé pas là-bas. Oui, mais c'est ce que je dis. Moi, j'ai dit qu'ils ont appelé ça piscine olympique. Moi, je m'arrête là-bas. Et je sais que c'est la piscine olympique selon ce qu'ils ont dit. Mais est-ce que Aristote qui devrait nager, est-ce qu'il s'est préparé dans cette piscine olympique? Il y a eu le stade des Martyrs, il y a eu le stade, le terrain municipal où il y avait l'athlétisme. Est-ce que les gens qui ont, comment on appelle Moulamba, est-ce qu'il a eu le temps de se préparer dans ces infrastructures? Marcella d'ailleurs, la boxeuse. Vous savez combien elle a déploré sa manière de se préparer. Mais ces gens, tous ces athlètes-là qui se plaignent, qu'est-ce que vous attendez de ces athlètes? Revenons sur le projet de l'État, parce que vous voulez qu'on parle de l'État et la fédération. Oui, c'est vrai, l'État a sa responsabilité. Mais c'est quoi la responsabilité de l'État? L'État est un partenaire. L'État est un partenaire. Le ministère des Sports est le partenaire des fédérations. Le ministère des Sports n'est pas le patron, comme on vient de nous dire, le patron des sports congolais. Non, le ministère des Sports, l'État, est le partenaire des fédérations qui sont les partenaires techniques. Et lui, c'est un partenaire qui accompagne avec le moyen. Donc, l'État congolais ne peut pas imposer ce que lui... Parce que c'est la fédération qui arrête un calendrier, qui arrête un projet et qui vient proposer à l'État congolais. Et l'État congolais doit accompagner. Est-ce que, posons-nous maintenant la question, est-ce que ce projet a été présenté à l'État congolais pour les Jeux Olympiques 2024, que ce soit Kaboul, que ce soit Chembo, que ce soit Mbayo, qui était ministre?
je suis dans ces conditions. Il s'est pourrait que le président du comité olympique et son comité avaient présenté tout un plan de préparation, mais malheureusement, rien n'a suivi. Mais sinon, parce que je parle, on en parle, il y a tout un partenariat. L'État, ces partenariats est un partenariat d'objectifs. Oui, il y a tout un objectif signé. S'il y a le résultat, l'État continue. Mais s'il n'y a pas le résultat, l'État peut rompre. Et d'ailleurs, même l'État a la capacité de prendre, de retirer son agrément. Si ça ne suit pas, on a vu que ça n'a pas marché. Est-ce que l'État ne peut-il pas oser rompre son partenariat avec toutes ces fédérations, notamment, je parle de la fédération de la natation, qui, on voit clairement qu'il n'y a pas de championnat, mais voilà, d'une manière solidaire, ces championnats, ces athlètes ont réussi à participer au JO. Est-ce qu'il faudrait retirer l'agrément parce qu'il n'y a pas de résultat? Non, la question est de savoir est-ce que l'État a eu le temps de parler avec ces disciplines, plutôt ces fédérations, avant la participation, pour savoir leur cahier de charges pour la préparation. Mais l'État à ce niveau est représenté par les comités olympiques. Ça, donc ça ne peut que parler avec non, les comités olympiques. Le comité olympique, moi je crois que le comité c'est une ASBEL qui fonctionne d'une manière délibérée. Oui. Donc le comité ne représente pas directement l'État. Les comités olympiques, c'est la fédération des fédérations, c'est-à-dire que c'est lui la tête de toutes ces fédérations. Le comité est l'intermédiaire de ces fédérations via l'État. Si l'État parce qu'on a vu besoin, nos réunions, oui, c'est-à-dire si l'État a besoin de prendre le rapport de ces fédérations ou la participation de ces athlètes, il va s'appuyer au comité olympique. Vous voyez? Maintenant, c'est la question de savoir, est-ce que si vous pensez que le comité olympique a présenté ses projets, parce qu'avant la participation, nous savons même pour le football, on sait qu'avant la participation, la Fédération internationale de football a toujours libéré quelque chose pour la préparation, libéré quelque chose plutôt pour le football des jeunes, pour la préparation des jeunes, pour tout. La Fédération libère. Et même chose, la Fédération internationale olympique libère ces bourses-là, c'est pour la préparation de ces athlètes. On ne peut jamais laisser les athlètes aller participer dans une compétition aussi très importante, mais dans cette facette, je l'ai évoqué, et le comité olympique qui dira qu'il n'a pas reçu. Pourquoi? Et d'ailleurs, j'ai essayé de fouiner, j'ai lu que le comité olympique congolais qui a été reçu en séance de travail par le responsable de la solidarité olympique pour parler notamment sur cette question de bourse olympique et d'autres avantages financiers. Donc, la question, elle a été évoquée par le comité olympique. Je pense que les débats là-dessus pourraient être un faux débat. Si, d'un côté, le comité olympique dit n'avoir pas reçu et est dans cette procédure, si de l'autre, les journalistes que nous sommes pensons avec appui, avec les sites officiels du comité international qui avalisent certainement que l'argent est versé, qui dit vrai? Nous sommes dans une position où on est ridicule. N'est-ce pas? On est ridicule, on s'est fait ridicule, c'est tout simplement pour l'intérêt, pour les cultes des gens. Alors que personnellement, tu sais que ce que tu dis là n'est pas vrai. Vous pensez qu'il y a une grande fédération, un grand comité international doit passer un message de fausseté parce que toi qui veux défendre, n'est-ce pas? Parce que tu veux défendre un X qui est entre guillemets ton patron. Oui. Tu fais de ces comités-là menteurs parce que toi tu veux défendre quelqu'un, parce que tu veux défendre Amos Mayo. Non. Même Amos Mbaye dans sa propre chambre, quand tu le regardes, il dit non, ce gars est en train de mentir. Mais je te dis la vérité. Il sait qu'il est en train de mentir. Parce que c'est noir sur blanc. C'est comme la chaîne, une chaîne de télévision Eco-Police, qui écrit officiellement sur sa page officielle, j'ai payé Sédik Moupataï. Oui. Et Sédik Moupataï engage quelqu'un à côté pour aller dire Sédik Moupataï n'était pas payé. Et c'est-à-dire, quand même Sédik Moupataï bouffe cet argent-là, la personne qui va le défendre ne sait même pas. C'est comme j'ai vu quelqu'un qui a détourné plus de millions de dollars et
une branche de journalistes qui s'élève pour aller défendre. Et ces journalistes-là font les pieds, marchent à pied pour aller au travail. Pendant ce temps, c'est lui-là qui a détourné cet argent et est en train de faire des voyages. Donc ça veut dire tout simplement que nous sommes devenus ridicules parce que nous ne savons même pas ce que nous voulons. Ouais. Et on passe tout simplement à la télévision ou à la radio pour parler, alors que c'est lui qui a détourné. C'est tout simplement que personnellement, je suis à la base de cet échec. Donc moi, je crois que le plus grand malheur aujourd'hui, il faut le répéter encore, Amos Soumaïla devrait avoir honte lui-même. Il devrait avoir honte. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la participation, et c'est que déplorent les athlètes. Oui, les athlètes déplorent noir sur blanc qu'on n'a rien réussi pour la participation. Quand vous amenez, par exemple, l'État amène sa combi qui vous dit, nous avons eu 3 000 $, 5 000 $, pour Est-ce que c'est ça ce qu'on peut donner à quelqu'un qui a participé? Au-delà de ces tableaux que vous avez eu à peindre, est-ce que ces athlètes-là, même s'ils s'est préparés, avaient vraiment ces niveaux d'aller batailler pour obtenir une médaille? Quand vous regardez ces athlètes-là, moi, je le championnat de la natation, qui n'existe presque pas dans ces pays. L'athlétisme, c'est vrai que l'Asconi vit ailleurs. Mais quand vous regardez ces athlètes, en âme et conscience, pensez-vous qu'ils pouvaient ramener une médaille? C'est Luc, je vais te dire une chose. Non, parce que là, moi, je ne vais pas aller directement à la question. Hein. Je vais te dire une chose. Nous avons ce qu'on appelle la préparation. Tu as les talents, n'est-ce pas? Oui. Tu as déjà les talents. Tu sais ce que tu fais aujourd'hui. Hein? Je vais te donner un exemple. Tu sais ce que tu fais aujourd'hui. Si on te prend aujourd'hui, on te met sur le plateau, je ne sais pas citer les noms de la chaîne, tu penses que tu seras moins meilleur que ceux qui font ça sur ces chaînes internationales? Progressons. Non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on met quelqu'un dans une bonne position, il a la possibilité de libérer ce qu'il a comme talent. Un potentiel inné, oui. Donc ça veut dire que comme tu n'as pas réussi cette manière de... Imagine, quelqu'un qui va aller préparer, par exemple, l'athlétisme, par exemple. Ou plutôt le cyclisme avec le vélo Kinga. Et on lui donne les vélos olympiques. Quand même, mais il a la volonté, il a le talent. Mais la manière dont il s'est préparé, il ne saura pas faire autrement. Oui. Si ces athlètes-là, si par exemple, vous prenez Marcela Sakobi, par exemple, c'est quelqu'un qui a déjà l'expérience sur le plan international. Et si Marcela avait réussi vraiment une préparation digne de ses talents, vous pensez qu'elle allait tomber? Non. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, le talent, il y en a. Parce que s'il n'y avait pas de talent, il n'allait pas participer. Mais s'il y avait cette bonne préparation pour la participation dans un jeu de haut niveau, et les jeunes allaient aussi donner les hauts niveaux qui le gardent en eux. Aujourd'hui, ils ont eu quand même le temps, ils ont eu quand même la préparation à leur niveau, et ils ont manifesté ce qu'ils ont préparé, tout simplement. Voilà. Merci Papi Chihuahua pour ces éclairages. Le prochain rendez-vous, j'espère que la RDC pourra peut-être mieux représenter, être représentée avec ses athlètes. C'était les éléments de réponse de Papi Chihuahua pour cette première thématique. Alors, on va prendre la deuxième thématique, mais tout en découvrant la quintessence de celle-ci avant que nous puissions l'évoquer toujours avec Papi Chihuahua. 5 rounds ont suffi à Martin Bakole pour détruire Jared Anderson. L'Américain de 24 ans est tombé sous la force de frappe du pugiliste congolais et sur son sol, Jared a souffert. L'Américain est tombé au premier round, puis 2 fois au 5e round avant que l'arbitre Jerry Cantu n'intervienne pour arrêter les combats. C'est un chaos technique. Martin Bakole l'emporte et inflige à Jared Anderson sa première défaite après 17 combats. Martin Bakole, c'est du lourd. C'est quelqu'un au moins qui fait la fierté de la RDC. Papi Chihuahua, c'est énorme. La victoire de Bakole 3 fois. Il a renvoyé Jared au tapis. Finalement, Bakole émerveille. Finalement, Bakole s'est payé le scalp de cet Américain. Bakole est au firmament. J'ai parlé tout à l'heure de talent inné.
Ça veut dire que ce que Martin est en train de montrer, c'est le talent. Il est né boxeur. Oui. Parce qu'il est né dans cette famille de boxeurs. Et je vous rappelle qu'il y a le nom Martin Bakole. Il est le fils, je connais personnellement son père, il est le fils d'un chef coutumier. Tu es de là, tu es de là. Parce que quand vous parlez, il y a Makabou Foreman. Peut-être ceux qui ont vécu à Kananga connaissent ces noms-là. Makabou Foreman, c'est l'un des meilleurs boxeurs du Kasaï et c'est l'oncle de Martin Bakole. Et c'est lui d'ailleurs tire le nom de Makabou, son grand frère, comment il s'appelle, le prénom est parti. Donc, Junior Makabou. C'est le nom de Makabou Foreman. Oui. Donc, ça veut dire qu'il vient de cette famille-là de boxe. C'est un boxeur né. Ça, c'est une anecdote. Oui, bien sûr. Merci. Il vient de là. Donc, ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'il a appris quand il est grand. Non, il est né là. Et j'ai connu son oncle en train, à l'époque, quand j'étais encore trop petit. Oui. C'est là où on partait pour se distraire. Oui. Ils avaient un grand ring où ils s'entraînaient et tous les Makabou, les Bakole et les autres étaient encore trop jeunes. Ils s'entraînaient. Aujourd'hui, quand j'ai vu dans un article, on dit les boxeurs de Livoulou, j'ai dit, ah, il est devenu de Livoulou. Alors que j'ai vu sa naissance, comment il grandit avec la boxe. Il a grandi avec la boxe. Moi, je le connais personnellement. C'est un jeune qui connaît très bien ce qu'il fait. Malheureusement, parce que il n'a pas un bon accompagnement, il faut le... On reste d'abord sur le combat et puis donc, on va évoquer l'autre facteur qui est très important. Oui, les combats, je pense que il devrait gagner. Il devrait gagner parce que c'était prévisible. À ton avis, c'était prévisible. C'était prévisible parce qu'il avait vraiment cette soif-là. Il avait la soif de combattre. Vous savez que ça fait 10 mois que Bakole n'a pas combattu depuis son dernier combat contre Takam. Donc, il avait cette rage, il avait cette soif parce qu'il cherchait les adversaires. Et même quand vous regardez, même à la fin de son combat, il a remercié les messieurs qu'il appelle Big Baby parce qu'il a accepté de combattre. Donc, quelqu'un qui te remercie parce que tu as accepté de combattre avec lui. Ça veut dire que c'est trop rare de trouver un boxeur pour combattre. Bravo à Bakole qui est en train de faire la fierté de la RDC. Il faut le reconnaître. La RDC aujourd'hui, c'est vrai, on peut avoir la honte partout, mais quand un drapeau brandit dans un milieu aussi très important, il faut reconnaître aussi les mérites, il faut reconnaître aussi cet apport de ces garçons-là qui est en train de faire la fierté, même si il est en train de se battre à lui seul pour aller vers l'avant. Mais je crois que ce qu'il a fait le dimanche, la nuit de samedi dimanche, c'était énorme. C'était énorme parce que il avait promis qu'il devrait gagner par KO. Et je crois que c'est le 16e ou le 15e KO, si je ne m'abuse pas, parce que c'est sa 21e victoire sur 22 combats. Donc c'est énorme. Donc il faut le reconnaître que c'est un garçon qui a vraiment du potentiel. C'est un garçon qui a beaucoup appris et qui a vraiment le projet, qui a de l'avenir et qui projette pour devenir un grand. Bakole gagne sur le ring. Mais en dehors du ring, Bakole est perdant. On va retracer la petite histoire. Son combat contre Tony Yoka, c'est Tony Yoka qui a le plus grand gain. Son combat contre Takam aussi. Et son combat contre Jared Anderson, sont ses adversaires qu'il a la facilité de battre, qui ont plus de gains que lui. Finalement, Bakole, qui a un objectif d'aller chercher la ceinture. Mais d'abord, on parle du gain. Bakole est en manque d'aura, est en manque de grands partenaires pour lui faire confiance et lui procurer les plus grands morceaux quand tu le gagnes. Quand même, c'est écœurant. Oui, tout dépend de la stratégie managériale. Hein. Ça dépend de la stratégie managériale. Soit c'est le manager qui est faible, soit c'est celui qui négocie pas ses combats, soit c'est le manager qui accepte n'importe quel combat parce qu'il veut, entre guillemets, mettre en lumière. Vous savez, le succès sans bongo, c'est du n'importe quoi. On doit préciser, il gagne quand même. Il mais gagne. Par rapport à ses adversaires, il y a un grand écart. Ce combat avait 550 000 $. Et son adversaire a eu 350 000, lui 200 000. Bon, je me suis posé la question personnellement. Comment se font ces négociations? Est-ce qu'elles se font par rapport à que si vous gagnez, vous avez la ceinture, vous avez moins que celui qui n'a pas gagné?
ou on met directement l'argent avant même le combat? Non, tout est négocié en amont, en avance. Alors, il y a le cachet qui est négocié en amont. Il y a les partenaires qui viennent sur base de l'aura de ceux qui combattent. Et puis, il y a tout ce qui va avec. Donc, certainement, la réponse dans ces sens, en termes d'aura, les adversaires de Bakole ont plus d'aura et que Bakole, voilà pourquoi, en termes de rémunération, on miserait moins à Bakole qui par rapport à Jared Atakame et à Yoka. Et d'ailleurs, Bakole qui a était en lumière contre Tony Yoka, mais puis par la suite, Tony Yoka s'est tiré avec un gros paquet. Nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. C'est vrai que c'est une discipline à part entière, mais nous devons réfléchir, Cédric. Quand on négocie un combat, par exemple, ce sont des partenaires qui négocient les combats. Et les partenaires ne négocient pas les combats avec les boxeurs. N'est-ce pas? Les partenaires négocient les combats avec les managers du boxeur. Mais c'est eux qui détiennent le droit de l'image de leurs athlètes. Alors, donc chaque athlète a un plus-value. C'est comme dans le football. Je suis en train de réfléchir. Oui. Je suis en train de réfléchir à haute voix. Je ne sais pas si tu vas me donner le temps. Allez-y. Ouais, des réflexions. Quand on réfléchit, quand on prend, par exemple, on négocie un combat. On dit, Cédric va combattre avec Papi. C'est combien d'argent? 50 000. N'est-ce pas? On met 50 000 $. C'est-à-dire, si Papi gagne, il aura 10 000. Si Cédric perd, il aura 40 000. C'est comme ça que ça se négocie. Ou ça se négocie, toi tu vas combattre, que tu perdes ou tu gagnes, voilà ce que tu as comme argent. Si à ces niveaux, ça se négocie comme ça, alors ça veut dire que il n'y a pas de combat dedans. Il n'y a pas à combattre. Parce que quand on ne combat pas seulement pour la ceinture. On combat aussi pour l'argent parce qu'on sait que la carrière des boxeurs n'est pas aussi très longue. Parce que quand on commence à s'affaiblir, on n'aura plus le temps d'aller plus loin avec la boxe. J'ai fini. Oui. Si on négocie le combat par rapport, par exemple, aux partenaires, on dit que tu perdes ou tu gagnes, voilà ce que tu auras. Vous pensez que ce combat-là aura encore la facilité ou l'aura si déjà l'adversaire sait que j'aurai beaucoup d'argent? Mais tout est négocié en avance. Oui, c'est ce que je dis. Je vous assure la négociation en avance. Oui. La négociation en avance, là. Si on négocie déjà en avance, on sait. Qu'est-ce que le manager de Bakole doit faire? Aller chercher des partenaires de haut niveau pour négocier de haut niveau? Ou c'est... Je veux comprendre. C'est la négociation des partenaires de Bakole et les partenaires de Jared qui ont négocié les combats et ils ont arrêté leur cash? Ou c'est les managers qui ont négocié? Vous avez une part de réponse dans la virgule que vous avez évoquée au sein de votre intervention en disant Bakole a dit à Jared merci d'avoir accepté de le combattre. C'est-à-dire que quand il y a une proposition, c'est négociable. Donc, ça veut dire que si je comprends ici, parce qu'on va comprendre avec les partenaires, avec ceux qui organisent les combats. Donc, ça veut dire, parce que même quand on regarde dans le film, c'est-à-dire moi je mets mon argent, toi tu mets ton argent et on envoie les athlètes pour aller combattre. Et s'ils gagnent, c'est nous. Et l'athlète a sa part. Ça, c'est ce qu'on regarde. Oui. Maintenant, dans la boxe professionnelle, c'est-à-dire les boxeurs doivent chercher avec qui combattre, n'est-ce pas? Et si celui-là, ses partenaires acceptent de mettre le moyen parce qu'ils savent qu'ils vont gagner, c'est-à-dire que ton partenaire doit aussi avoir ces moyens-là le plus élevé pour que, après le combat, que tu perdes ou tu gagnes, que tu trouves ce moyen-là. C'est ce que Bakole manque. Oui, exactement. Ce que Bakole manque, c'est la négociation à haut niveau de son manager. Ou soit, il doit changer de manager pour se retrouver, parce qu'on a vu ces grands boxeurs toucher même dans les millions. On a vu 150 millions, Joshua Cristiano à Atakam. Cristiano Ronaldo. Et face plutôt à Ngannou. Cristiano Ronaldo qui est allé regarder les combats et qui avait sponsorisé Ngannou et qui avait mis... C'est Saoudien-là qui avait mis beaucoup de moyens. Et bon, malheureusement que Ngannou avait perdu, mais il a eu beaucoup d'argent. Oui.
on va finir ces dossiers avant que nous puissions clôturer cette émission avec la dernière thématique. Martin Bakole qui vise la ceinture mondiale, mais il y a un couac, notamment, on a épinglé, un problème d'aura. Joshua, Usyk, Fury, pour aller les chercher, il faut un grand paquet. Est-ce que Bakole doit frapper à la porte du gouvernement congolais afin de chercher un grand promoteur pour l'organisation de ces combats? Et en retour, à votre avis, si l'État peut accepter, pour quelle finalité, en quelques mots? C'est-à-dire, est-ce que tous ces boxeurs, ces grands boxeurs, combattent avec le moyen de leur gouvernement? Je n'ai pas refusé que le gouvernement paie accompagner. La RDC a organisé ici Ali et Foreman. Je n'ai pas refusé. C'est le gouvernement via le président Mobutu à l'époque. La RDC, c'est une nuance. La RDC est le premier partenaire. La RDC a organisé le combat entre Cheslak et Makam. La RDC, je n'ai pas refusé. La RDC est la première partenaire de Martin Bakole. Parce que c'est son pays, c'est son gouvernement, il doit l'accompagner, c'est vrai. Oui. Mais que fait maintenant le manager de Martin Bakole dans ces cas? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que pour un tel combat, peut-être, il doit y avoir symphonie. Ils doivent rabibocher les forces. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut en amont que ses partenaires personnels ou ses managers personnels négocient avec l'État congolais. Et ce n'est pas, on n'enlève pas cette hypothèse d'organiser le combat, par exemple, au Stade des Martyrs. Oui. C'est pour le plaisir des Congolais, c'est pour le plaisir de tout le monde, c'est pour le plaisir de Martin Bakole et c'est pour le plaisir de son État. Alors, s'il faut organiser ce genre de combat, je pense que le gouvernement congolais doit être en négociation avec le manager de Martin Bakole pour savoir, après ces combats, quel est l'avantage de la RDC? Parce qu'on n'organise pas pour organiser. Ceux qui organisent la CAN, ils ont des avantages. On organise la CAN, on reste avec le terrain. On organise la CAN, on reste avec des choses. Mais quand on organise la boxe, un combat comme ça, la RDC doit d'abord savoir son intérêt en organisant. Voilà. Ça sera une question d'intérêt. On verra par la suite. Messieurs, dames, vous êtes en train de nous suivre de partout. Merci de les faire. On est en compagnie de Papi Chihuahua, où nous décryptons les actualités de la République démocratique du Congo. Deux thématiques ont été élaguées. Puis la dernière thématique, on va en parler en quelques lignes, mais tout d'abord après ça. Le championnat congolais est en mode dégringolade depuis un temps. Les fins sont tragiques, les décisions sont controversées, l'image du football congolais sombre de plus en plus. L'édition 23-24 de la Ligue nationale de football a pris fin, mais sans connaître qui vont être relégués ou qui vont retrouver la Ligue 1. Le suspense est total quant à ces et le canon de la FECOFA n'est dit mot. Alors, la question qui fâche, les championnats avaient pris fin, mais jusqu'à ce moment, nous ne connaissons pas en réalité qui vont monter, qui vont descendre, mais tel n'est pas encore le plus grand problème, l'organisation au sein de ces championnats. On voit ce qui se passe en Tanzanie. La Tanzanie qui est devenue l'exode de Congolais. Et puis on se pose beaucoup de questions au-delà de la Tanzanie. Papi Chihuahua, on va parler de cette problématique. Aujourd'hui, c'est plus les Congolais qui vont en Tanzanie et ailleurs, mais d'un côté, ce championnat ici, on ne sait pas quand est-ce qu'il va débuter, avec quel format, avec quel club. Je ne sais pas s'il y a une année pendant ces 5 dernières années où c'est Ligue Bataille, tu connais le début du championnat ou sa fin. Parce que c'est devenu une habitude, c'est devenu un rituel. Donc ça veut dire on ne sait pas quand est-ce que ça va commencer. Même si ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Parce qu'à tout moment, on peut dire, bon voilà, le championnat ne sera pas poursuivre parce que le Stade des Martyrs est bloqué. Vous savez, ça fait mal. Et c'est la honte pour notre pays. Ça fait mal, Cédric. Ça fait mal quand on regarde un pays comme le Tanzanie en train de s'organiser en football. Oui. J'ai vu la dernière... il y avait la dernière vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux sur la présentation des joueurs de Young Africa. Non, mais non. Non, on s'est dit non, on n'a pas encore on n'a pas encore atteint ces niveaux-là. Vous savez, dans tout ça, c'est quoi? Dans tout ça, c'est que nous n'avons pas une Ligue nationale de football consciente. Quand je parle de la conscience, je parle de la conscience de ses dirigeants d'abord.
D'abord, il faut rappeler que ces dirigeants c'est une commission, ce n'est pas un comité. Jusqu'à présent. Parce qu'il y a une commission qui va faire 5 ans. Donc il y a des questions qu'on va se poser. Ces championnats, les équipes ont la volonté de commencer le championnat. The Club qui est en train de se préparer, Lupopo qui met tout en marche. Vous avez aujourd'hui, par exemple, Mazembe et les autres qui sont en train de tout mettre en marche pour le début du championnat, pour bien commencer le championnat. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau maintenant de la Fédération congolaise de football ou de la Ligue nationale de football? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore la date précise pour l'Assemblée générale ordinaire de la LINAFOOT. Vous pensez vraiment que dans un pays sérieux, où dans chaque pays, on a déjà quand même la date du début du championnat. On sait que tel pays, les championnats commencent à telle date. Aujourd'hui, on est les 6. Ça veut dire que du 6, pour la fin du mois d'août, il nous reste que 24 jours, par exemple. Et la LINAFOOT n'a pas encore même publié un calendrier provisoire. La LINAFOOT n'a pas encore même annoncé provisoirement quand est-ce que le championnat va débuter. Mais l'INAFOOT a fait quand même appel aux partenaires pour prendre en charge les différents moments du championnat, notamment les partenaires pour la conférence de presse et autres. Ça s'avère déjà des bons augures. Ce sont des aventuriers comme ça. Non. Laissez-moi terminer. S'il vous plaît, je ne vous le permets pas. Je ne vous le permets pas. Laissez-moi terminer. Non, s'il vous plaît, je ne vous le permets pas. Ce sont des aventures comme ça. Bon, celle-là, tu me permets quand même. Non, je ne vous les permets pas en tout cas. Non, je parle des aventures. Non. Quelles sont les aventures? Un partenaire sérieux, un partenaire très sérieux, ne peut jamais venir avec cette commission de la LINAFOOT. Un partenaire sérieux. Mais là, vous enterrez les championnats quand même. Non, j'ai dit. Vous enterrez la première des choses. Négativement l'image de ces championnats. La première des choses qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait d'abord nommer un comité responsable. Un comité de gestion de la LINAFOOT responsable. Mais quand il n'y a pas une commission électorale du côté du CONOR pour que nous puissions passer aux élections des ligues, mais comment voulez-vous condamner cette commission qui est mise en place? J'ai commencé par les aventures du sommet. Ça veut dire que le CONOR d'abord, c'est un comité composé, vous avez refusé le mot aventurier, mais un comité composé des dormeurs qui ne savent même pas par où commencer. Non, mais papi, parce que pour l'instant, écoutez, vous savez, pourquoi tu m'empêches de parler? Non, je ne vous empêche pas. Parce que ça fait mal, il faut parler de ce championnat. Je voudrais que vous puissiez utiliser des mots qui vont être des mots faciles à comprendre en fait pour ceux Voilà, ce qui est facile à comprendre, c'est que ces aventures qui se passent au niveau du comité de normalisation ne peut jamais permettre à cette commission d'évoluer ou de fonctionner. Parce que la FECOFA est le partenaire numéro 1 de la LINAFOOT. Et c'est la marraine, je vais dire comme ça, de la LINAFOOT. Et pour que la LINAFOOT fonctionne bien, il faut que la FECOFA soit d'abord bien organisée. Si la FECOFA n'est pas organisée, vous attendez quoi d'une commission et qui assume les affaires courantes, qui a fait 5 ans en train d'assumer les affaires courantes, dans les 5 ans où il y a les désordres organisés, ils organisent leurs désordres, ils savent que nous allons organiser les désordres comme ça, le championnat qui ne se termine pas. On ne sait pas d'abord là quand le championnat va commencer. Et quand le championnat commence, il y a des reports sur reports. Et après ces reports, il y a ces championnats qui, certaines équipes sont déjà à la 10e journée, les autres sont encore à la 2e journée. Ça, c'est encore la FECOFA? Non. Ça veut dire que ce sont la symbiose des désordres entre la LINAFOOT, la commission et le comité de normalisation. Mais là, nous allons rester dans ces mêmes formats où la Ligue nationale football sera dans sa phase de commission. Il y aura le CONOR sans élection, mais le championnat doit débuter. Mais d'un côté, les joueurs font exode. Je crois que si on reste dans le même format, parce que déjà aujourd'hui, on ne sait pas qui va descendre, qui va monter. Si on reste dans le même format, c'est-à-dire on va ajouter les équipes sur les équipes qui étaient là. Voilà le premier désordre. On attend la décision, oui, certainement. Parce que un championnat normal, il doit y avoir les descentes et les montées. Et ça va permettre aux ligues de respirer.
Et si on bloque les montées ou les descentes, ça veut dire que c'est un désordre qu'ils organisent entre eux. Donc, pour favoriser certains clubs, il faut faire en sorte que ces clubs-là ne descendent pas pour qu'on reste dans le championnat. Et vous avez vu ça où? Donc, qu'est-ce que je veux dire? Les championnats, la Linafoot organise leur propre désordre en compagnie de la FECOFA, qui est un comité de normalisation et qui est venu tout tuer parce qu'on avait envoyé pour normaliser. Et aujourd'hui, c'est le calvaire total. On y reviendra certainement lors de nos prochaines émissions, messieurs, dames. Nous sommes obligés de mettre fin à ce 1e numéro d'EcoSport, ces magazines dédiés aux différentes actualités sportives, leur décryptage. Nous avons reçu pour vous Monsieur Papi Chibwaba, journaliste à Univers Télévision. Merci à vous, Monsieur l'expert. Merci beaucoup, Cédric. Merci à la grande équipe autour de Yann Lompolé et aussi à Joël Mondjir, accompagné de la base technique de Ecopolis qui nous a soutenus à la réalisation de cette émission. On régit le travail de Claude Bissoumou, accompagné de Neville Ngoutou au montage de ces programmes. On se retrouve très incessamment avec le même plaisir. Vous et nous, c'est une alliance indissociable. Allez, à très bientôt.